Bonjour à toutes, à tous. Alors moi je veux d'abord vraiment vous remercier pour l'invitation et vous dire que quand on est arrivé ici, puisqu'on ne connaissait pas, sauf grâce à Jackie qui fait partie de notre association, l'énorme travail qui est fait depuis 9 ans, c'est extrêmement impressionnant. Donc nous, notre festival est né en France, dans la vallée de Chamonix. C'est un festival de rencontres, de dialogue en marchant. Sur tous les sujets de la transition. Donc on essaye de les aborder à la fois collectivement et sur un plan très intime. Donc on a eu la chance d'ouvrir la COP21, il y avait Edgar Morin, il y avait Nicolas Hulot. Il y a au moins 2 très belles raisons d'être ici, il y en a beaucoup d'autres. La première, c'est que j'ai compris que c'était une forme de Moussem ici. Donc de grandes traditions à la fois de musique, de chant, donc on attend avec impatience d'entendre ce soir, mais aussi de débat et de dialogue. Donc nous sommes dans cette tradition et donc c'est un honneur pour nous de pouvoir venir ici, discuter, dialoguer sur cette terre. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 grands piliers dans Chemin Faisant. La première, c'est de prendre le temps. Donc, comme nous l'a expliqué Alim, dans la tradition nomade, on prend le temps. Donc, voilà, ce n'est pas des conférences d'1 heure ou 2, mais on est depuis 2 jours déjà partis sur les chemins. La deuxième chose, c'est que notre festival est ouvert absolument à tout le monde. Et donc, quand on marche, tout le monde se ressemble. Donc, on a cette grande envie de rencontre et de métissage. Je crois que c'est vraiment très, très, très important. Et puis, c'est d'essayer de comprendre les grands thèmes d'aujourd'hui. Donc, nous avons pris l'eau pour faire écho, évidemment, à cette édition sur Terre fertile. Et donc, ce n'est pas que l'agriculture fertile, c'est évidemment les rencontres, c'est toute la culture, c'est toute la population. Et donc, nous allons avoir des dialogues sur la résilience, sur l'eau comme bien commun. Demain, nous parlerons de l'eau aussi comme vecteur de paix, malheureusement souvent vecteur de guerre, mais comment faire un vecteur de paix. Et puis, nous avons aussi la chance de pouvoir parler de comment donner des droits aux vivants, donner des droits à l'eau et de donner des droits à l'oasis. Alors, juste pour terminer, je voulais vous dire qu'en France, il y a un très grand collectif d'associations qui s'est créé et qui a pris comme nom Oasis, parce que le symbole de l'oasis était très très fort pour pouvoir aller vers un monde de résilience et de paix. Merci, donc on retiendra les mots résiliation, mais aussi brassage, métissage et chemin. Et donc qui est devenu d'un projet de musique et d'artistes à déboucher sur une occasion de développement, une sorte de trait d'union entre le sud et le nord, parce que vous savez bien que les siècles derniers a été témoin des grandes caravanes où on voyageait du Maroc jusqu'à Tombouctou. Alors nous avons voulu vraiment redynamiser, faire revivre et révéler un peu tout ce que ça, toute la signification et le rôle de ces caravanes dans le passé. Il se trouvait que pendant ces caravanes-là, dans les siècles derniers, ils échangeaient à travers les familles, parce qu'il y avait les communautés, il y avait des échanges assez importants. C'était pas seulement économique, c'était beaucoup plus culturel. Ils échangeaient la poésie, la musique et l'art. Et donc ça faisait qu'il y avait une coexistence pacifique. Il y avait une harmonisation et il y avait des mécanismes qui résorbaient, qui régulaient les difficultés, les incompréhensions entre les peuples du nord et du sud. Ce qui faisait que ces peuples coexistaient et vivaient en paix. Parce que le dialogue interculturel était établi à travers ces caravanes-là qui passaient de ville en ville. De Mahamid à Tombouctou, c'était 52 jours à dos de chameau. Donc c'était bien connu. Et donc c'était ces échanges. Donc nous, quand il y a eu cette crise au Mali, moi je suis malien, je viens du Mali, du Ségou, et il y a pratiquement le nord Mali et le centre, il y avait une coupure grave. Le pays était à 2 pas d'être divisé en 2 et avec une grave difficulté de communication entre le nord. On ne peut même pas voir un sudiste noir avec un Touareg du nord. Alors, je parle d'expérience, parce que la première édition,
de cette caravane-là, quand on a conçu le projet, la première année, ce fut en 2012, juste après la crise. Et c'était les premières images au Mali, quand on a vu nos frères du Maroc sont venus avec la caravane, avec beaucoup de bus, avec quelques communautés, avec le festival au désert, qui sont basés à Tombouctou, au cœur même du problème du Mali. Et donc notre frère Mani Ansar est venu avec une forte délégation, avec Ibrahim et Alim. C'était un moment, et les artistes, les griots, les traditionalistes de Ségou, de notre région, sont venus accueillir cette population de peau blanche. C'était un moment historique et émouvant au Mali, qui a beaucoup contribué à montrer un peu les images, les premières images après la crise, de voir des Touaregs et des Arabes et des Sudistes en train de faire la fête ensemble. Il y a toujours ces images-là à la télévision nationale où on a beaucoup dansé sous les sonorités de la musique Touareg. Ce fut des moments, des soirées magiques. Et on a passé une semaine, on a conçu des tentes un peu, avec une soirée nomade en quelque sorte. Et donc c'était des moments, parce qu'on s'est dit tout simplement, toutes ces difficultés, parce que quand on ne connaît pas l'autre, il fait toujours peur. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que même au Mali, on ne se connaissait pas. Il se trouvait que le directeur du festival de Tombouctou et moi-même, on avait 30 ans d'amitié depuis l'enfance. Donc ça a facilité, ça a été un terreau qui a facilité cette rencontre aussi. Donc c'est pour dire tout simplement que c'était un projet très dynamique qui a contribué, qui continue à contribuer à ces échanges-là. Et d'année en année, nous avons construit. Et donc, on a commencé par les échanges avec l'artisanat. Et aujourd'hui, nous sommes là à Mahamid avec les artisans de Ségou, qui ont amené des produits de Ségou et de Tombouctou, et des artisans de Tombouctou qui sont là pour présenter et vendre leurs produits ici. Et c'est vice-versa, on fera la même chose. Aujourd'hui, nous sommes là, je crois, avec des parents, parce qu'il se trouve que Mahamid a plus d'une cinquantaine de familles originaires de Tombouctou, du Mali. Je crois qu'ils ont un cousin même qu'ils ont retrouvé, parce que l'idée aussi c'était de retrouver les familles qui ont voyagé depuis 7 ans. Donc, moi, c'est des moments de grande émotion qui permettent ces rencontres-là. Non seulement les communautés, mais aussi nous avons voulu être un peu utile, parce que, comme vous savez, ces festivals, ces événements sont des grands producteurs de déchets. De déchets. Et donc ça fait que nous avons conçu un programme de durabilité qui travaille un peu sur un plan, la gestion et le management des ressources dans nos festivals. Donc ça aussi c'était un projet qui est très important et qui travaille. Et parler de... Donc ce projet, c'est un projet qui contribue au dialogue interculturel, à la paix, à la compréhension mutuelle entre les peuples. Donc on est vraiment en phase avec nos amis de Chemin Pesant, parce qu'ils sont sur la thématique de paix. Mais aussi l'autre accord harmonique qu'on a avec eux, ils parlent de l'eau. Et l'eau, nous on parle de festival sur le Niger, où les stages, les scènes sont sur l'eau. En fait, nous avons un mariage très harmonieux avec non seulement le festival de Tombouctou et Sakan, mais aussi avec Mahamid, dont le support naturel, c'est les dunes ici. Et nous, à Ségou, le support naturel, c'est le fleuve Niger, qui est le plus grand fleuve de l'Afrique de l'Ouest. Alors, donc, du coup, ce projet participait à la sauvegarde de ce fleuve-là. Nous avons développé tout un programme, toute une activité autour de la sauvegarde. Nous avons créé un observatoire du fleuve qui observe, parce qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté parce que ce fleuve est en train de tarir. Donc, nous sommes vraiment impliqués et engagés par rapport à cette thématique de l'eau. Donc je voudrais m'arrêter là, parce que c'était un projet qui nous passionne énormément. Donc parler de la caravane ou de cette fraternité qu'on a construite au fil des années, c'est quelque chose de passionnant. Et je vous remercie pour votre écoute. Juste parler un peu sur la caravane. Depuis 2012-2013, c'était très difficile, comme il a dit Mamou. On est allé dans les camps de réfugiés à Montao, au Burkina Faso, mais c'était très fort quand même. Ouais. Juste après les images, c'était très fort. Et on était, en tant que Marocains, c'est nous qui avons joué la médiation. Absolument. Voilà, la médiation. Et même il y avait aussi la MINUSMA et tout ça. Donc on a essayé de vraiment, parce qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on vienne avec un objectif et un rôle, et on va à l'échec. Et même c'était, parce que c'était au Burkina Faso, et là c'est les Burkinabés, donc là ils ne peuvent pas dire
c'est-à-dire c'est pas en territoire malien, donc c'était un peu difficile. Mais grâce à toutes les volontés, les bonnes volontés, on est arrivé à mettre tout le monde ensemble et de prendre la caravane et arriver à Ségou. Et c'est là où il a parlé Mamou. Après, au fil des années, maintenant, c'est-à-dire la paix, il revient petit à petit au Mali. Et on a essayé d'aller un peu, de lever un peu le niveau en changeant le projet en comment ça s'appelle, network, un réseau pour bien structurer nos actions, pour que ça va donner des résultats. Donc on fait deux évaluations par an. Et on s'est dit, donc comme nous, on s'est rencontrés comme société civile, on doit un peu inviter aussi les institutions unies. Donc on a fait une initiation au jumelage. Donc on a invité déjà le maire de la région d'ici, après le représentant de Mohamed, c'est ça, le représentant de Ségou qui était là. Et il y a un autre projet plus important, ça veut dire les retrouvailles de famille. Comment on doit réunir des familles qui étaient séparées par les frontières qui existent là, qui étaient malheureusement faites par la règle, sans prendre en considération l'être humain. Et là, je pense, je ne vais pas remonter à l'histoire de la colonisation, comment on a pris le territoire des uns et des autres, sans parler ni des ressources naturelles, ni de l'eau, et ça créait, juste après l'indépendance de nos pays, des problèmes. Et si on parle de la première rébellion, c'était en 63, au Mali, la guerre des sables ici en 63, et c'était à cause de cette période un peu douloureuse pour nous et pour nos communautés sahariennes. Parce que pour un nomade, le désert appartient à tout le monde et appartient à personne. Donc le premier arrivé, le premier servi, mais avec des règles bien claires de respect et de partage. Donc là, quand on est allé, la première fois qu'on a mis nos pieds à Timbuktu, c'était le 14 ou le 15 janvier 2012. Donc on était à un jour de déclenchement des hostilités. Et là, je ne vais pas trop parler de l'eau, excuse-moi. Donc je parle un peu de l'histoire avec la liaison. Donc on s'est retrouvés à Timbuktu et vraiment on était comme chez Amhamid, même au niveau de l'architecture. Et on a retrouvé des tribus, toutes les tribus d'ici à Timbuktu. Et on s'est dit quand même c'est incroyable. Et après on a rencontré les artistes, une cinquantaine d'artistes, mais le 16 on était obligé de partir vite. Parce que sinon, on serait... Donc on a pris l'avion, on est retourné à Bamako. Et là, en revenant ici au Maroc et à Mohamed, on s'est dit, c'est pas la moindre des choses pour faire à nos frères maliens quand même de les inviter. Parce que les premières victimes, c'est la population locale. Et dans la population, les musiciens. Et il y avait même des musiciens qui ont vu leurs mains coupées et leurs instruments. Donc on s'est dit, vraiment, le geste le plus important, c'est de nous inviter ces musiciens et de mettre un peu de la lumière sur la souffrance de cette communauté. Et donc, on a invité à peu près une trentaine d'artistes. Et là, je dois dire, je vais parler de Khaira Arbirpe à son âme, qui vient de décéder. Donc, il est venu déjà 2 ou 3 fois ici. Et après, il y avait les gens du nord, du sud. On a essayé de mettre tout le monde sur scène et c'était pas facile quand même. Donc de mettre tout le monde plus expliquer, voilà. Et ça a mis un peu de lumière sur la problématique au Mali et au niveau des artistes. Donc c'est ça. Et après cette année, on a dit il faut concrétiser le volet retrouvailles de famille. Et en partant à Bamako pour l'évaluation, on a rencontré un parrain, vraiment tout proche, c'est presque un cousin. Et on était tous ensemble, c'est Abdou Salam Banan. Il nous a dit que vraiment, sur la région le nord du Mali, Gao, Timbuktu, toute cette région, il y a plus que de 10 000 gens qui sont originaires du Maroc, qui sont là-bas. Et on s'est dit, au moins, j'espère qu'il va venir parce qu'on va lui donner un témoignage pour parler de cette expérience. Donc je pense, je m'arrête là. Merci Halim, voilà, excusez-moi. c'est déjà bien explicité. Merci.
Et donc, je vais monter en haut, donc au nord un peu, pour avoir des Moi, quand on me parle de la culture comme vecteur de la paix, ça m'a fait penser à une phrase qu'on entendait beaucoup dans les années 70. Je crois que c'était de Malraux, mais je ne suis pas sûr, qui disait « Quand je vois une arme, je sors ma culture ». Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, la tendance, c'est plutôt quand je vois une culture, je sors une arme. Donc, ça m'encline plutôt à être inquiet par rapport à ça. Et voilà, j'espère que c'est un message d'espoir qu'on peut avoir tous. Et je suis sûr qu'on participera les uns les autres à le véhiculer. J'espère que la culture va être effectivement un moyen de lutter contre les armes. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Frédéric Cocotier. On va devoir tous peut-être planter des graines d'espoir, pourquoi pas. Avec nous aussi, une belle expérience culturelle qui est chemin faisant. Corinne est là pour nous dire quelque chose de cette expérience, ses perspectives, son action. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette très très belle invitation. Alors c'est très très émouvant quand on entend ce que vous avez fait. Nous, c'est parti d'une expérience plus modeste en France et qui est peut-être à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens, de citoyens de cette planète, manquent de temps, sont séparés, ne voient plus le sens de ce qu'ils font. Et donc, on est parti sur une intuition très simple, de se dire qu'on allait partir plusieurs jours en marchant, ensemble, pour une raison très simple, c'est retrouver le temps de pouvoir dialoguer avec des personnes qu'on ne rencontrerait pas ailleurs. Donc des gens très très différents. Quand on marche, et ben, vous voyez ici on est habillés tous, c'est très difficile de nous distinguer. Donc c'est beaucoup plus facile aussi de pouvoir se parler. Le deuxième point qui était très important pour nous, c'était la beauté. C'est retrouver des endroits très très beaux. Parce que la beauté, la poésie, je pense que ça crée, on en parlait hier, une émotion qui fait qu'on peut peut-être arriver à reprendre conscience avec des choses plus profondes, des choses plus humaines sur cette terre. Donc on a réuni tout ça et on est parti donc sur des sujets très très différents, la liberté, le bonheur. Aujourd'hui ici c'est l'eau. Donc moi j'étais très touchée par l'invitation d'Alim, puisque ici on a justement la beauté d'un paysage extraordinaire qui est le désert, et je crois que quand on parle de l'eau dans le désert, on comprend de quoi on est en train de parler. Ce n'est plus seulement de la théorie, mais on touche à quelque chose de profond. Ici c'est un lieu extraordinaire d'échange. Donc toutes les cultures qui sont représentées ici et toute cette histoire des caravaniers, donc ça correspond vraiment à notre message. Et puis il y avait la tradition ici des Moussem qui est on fait la fête, mais on en profite aussi pour parler, pour dialoguer et pour construire des choses d'avenir. Donc c'est dans ces traces-là, dans cette piste-là qu'a voulu marcher chemin faisant sur le thème de l'eau. On en profite pour tous vous inviter à un dialogue qui aura lieu juste après. On parlera également des droits de la nature et également de l'écocide. Donc on voit bien que tous ces thèmes sont extrêmement liés et que la seule façon, me semble-t-il, d'en parler, c'est de se rencontrer. Quand on se rencontre, on comprend qu'on a énormément de choses en commun et beaucoup de désirs en commun d'une belle planète. Voilà. Merci, on retiendra, donc on applaudit d'abord. C'est magnifique, c'est dit en peu de mots, mais c'est très condensé comme message. Et on retiendra toujours cette question de... Il faut prendre le temps. François Mitterrand disait il faut donner le temps au temps. Et donc il faut laisser le temps au temps. Donc voilà, il faut donner du temps pour apporter de la qualité en toute chose. Et donc là, il y a aussi avec nous Mejdou, qui est représentant de nos amis nigériens, donc qui sont là et qui participent aussi à la caravane de paix et qui sont là et qui contribuent depuis 2011-2012 à ce festival de Taragat, à chaque fois par une troupe, par une délégation très importante. Mejdou, à toi la parole. Merci de m'avoir invité.
En fait, c'est bien c'est bien que je sois en dernière position ou en avant-dernière position, parce que ça m'a déjà facilité la tâche. Ils ont presque tout dit ce que j'ai à dire. Surtout Frédéric, excusez-moi, j'ai oublié. Corinne, vraiment. J'aimerais juste, en plus de ce qu'ils ont dit, vous faire savoir que les artistes, comme c'est mon domaine, je suis musicien, les artistes sont, je pense, les moyens les plus efficaces, les plus forts pour tisser les liaisons entre les communautés. Donc c'est dans ce sens que je vais encourager davantage des gens comme Louis Mahmoud, comme Halim Ibrahim, qui sont très actifs dans ce sens de créer des événements, des retrouvailles pareils. Je pense que l'amour qui est essentiel dans notre vie, la chose la plus importante, ne peut se créer s'il n'y a pas de contact. Ou même si ça se crée à distance, c'est plus fort quand il y a un contact direct. Et s'il n'y a pas de retrouvailles, il n'y a pas de contact. Et pour se retrouver, il faut quelque chose autour duquel on se retrouve. Et là, je pense que la musique est au noyau. En plus des messages que ça porte dans nos textes, ce que nous chantons, je vous invite à essayer de traduire tous les deux. Si vous ne savez pas déjà les langues dans lesquelles on chante, il faut essayer de chercher un traducteur qui va vous traduire le texte. Une fois compris ce que les textes disent, vous n'aurez pas besoin de lire des bouquins sur certains sujets. Vous aurez toute l'histoire entière dans ces chansons-là. En plus de la mélodie qu'il y a, qui souvent attire les gens sans même vouloir écouter le texte, vous allez peut-être vouloir juste écouter la beauté de la musique. Donc essayez d'avoir les deux à la fois, la beauté plus l'essence du message. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, je les encourage, merci bien. Et je suis aussi témoin de l'intérêt qu'on doit apporter qu'on doit avoir pour la paix. Parce que je viens du Niger, un pays à 30 km de la frontière avec les Mali voisins. Lui, il connaît, on est proche d'Antanamboukan qui est dans la région de Dakar. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont deux fois assisté à un grand festival qu'il y avait à l'époque, le festival Tamadasht. C'est passé à Antanamboukan. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont assisté au moins une fois avec les Mali voisins. Lui, il connaît, on est proche d'Antanamboukan qui est dans la région de Dakar. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont deux fois assisté à un grand festival qu'il y avait à l'époque, le festival Tamadasht. C'est passé à Antanamboukan. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont assisté au moins une fois. Frédéric, pas une seule fois. En tout cas, c'était un événement vraiment qui, quand j'ai vu Taragalt ici, j'étais tellement soulagé parce que pour moi, un festival dans un espace où il y a des dînes, il y a la nature, il y a le contact direct avec la nature, comme ça. C'est-à-dire ça m'est révélé la nostalgie du festival qu'il y avait, dont très malheureusement le directeur a été tué. Très malheureusement. Il y a 3 ans de cela. Suite aux crises, lui il connaît l'histoire. Tout ce qui s'est passé au Mali. Et il n'y a plus ce festival. Malheureusement. Ça fait mal. Il y a même des Suédois du nord de la Suède qui en parlent encore, qui ont la nostalgie de ce festival. Voilà. Les gens du nord de Suède, ils sont venus là-bas et on en parle. On a fait des articles dans les journaux. Et moi, j'ai toujours la nostalgie d'y aller. Voilà. Malheureusement. C'est pour dire que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de retrouvailles. Et vice-versa. S'il n'y a pas de retrouvailles aussi, il n'y aura pas de paix. Je ne peux pas beaucoup Merci. parler. Shukran Mejdou, donc on retiendra une chose, c'est que il faut juste écouter les paroles des chansons. Je voulais d'abord vous dire que moi j'ai été très très ému par la qualité des propos qui ont été tenus, par cette capacité de synthèse, du fait d'aller à l'essentiel, et le désert ramène l'homme à l'essentiel, ou rappelle l'homme à l'essentiel. Et donc là j'apprends. Donc je suis un peu en situation où je suis beaucoup plus impressionné par ce que je viens d'entendre que je ne suis prêt à vous dire ce que finalement je pourrais dire. Tout simplement, il est évident que ces frontières non naturelles, la culture, l'art,
et la musique entre autres, est la seule à ne pas les connaître. Et il faut continuer à faire en sorte que y ait cette transmission au-delà de ce que les politiques du passé ont mis en place. Il y a nécessité énorme à favoriser les rencontres. J'ai adoré ce qui a été dit tout à l'heure entre il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas des retrouvailles. Voilà. Et Saint-Exupéry, justement, je pense qu'il a aussi, par son isolement, par moment, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, dans le désert, nourrit aussi des gens qu'il a rencontrés dans le désert, mais il a nourri ses relations aux autres qui étaient loin par l'éloignement, mais les retrouvailles. Partir pour mieux retrouver. Fuir pour mieux revenir. Et il a été, je pense, l'un des rares occidentaux à intégrer complètement ce que la philosophie du nomadisme pouvait apporter pour un sédentaire occidental complètement sclérosé à Paris par un mode de pensée monolithique qui finalement était complètement introverti et ne regardait que son nombril. Les salons parisiens, la Nouvelle Revue Française, les éditeurs Gallimard. Et il a été l'un des rares, je pense, écrivains à vraiment pouvoir exprimer ce que la rencontre avec d'autres cultures pouvait apporter comme compréhension mutuelle. Et ça venait de où? Ben, je pense que ça venait tout simplement du fait qu'il savait très bien que la connaissance ne pouvait provenir que du respect des racines dans lesquelles chacun était né. Mais on le sait maintenant, les scientifiques le savent, les arbres ne subsistent ou n'arrivent à se développer ou à se guérir que par les échanges qu'il peut y avoir entre les racines de deux arbres voisins. Et ça, je pense qu'il y a déjà là, il y a une culture, il y a une interpénétration culturelle qui permet aux arbres de survivre en cas de stress hydrique. Et je pense que c'est la meilleure image de ce qu'est la culture, c'est cette interpénétration, cet échange. Même si on n'est pas d'accord, il faut discuter, il faut parler, il faut se comprendre, c'est-à-dire prendre l'autre avec soi pour réussir, je dirais, à développer une véritable compréhension mutuelle qui est la seule salvatrice de la civilisation humaine, qui comprend plusieurs cultures. C'est la civilisation humaine qui est menacée par l'individualisme, par la peur de l'autre, on l'a dit tout à l'heure, par le refus d'aller vers l'autre. Et je pense que c'est parler de cette politique d'ouverture du cœur, d'ouverture de l'esprit, le fait de savoir se mettre tous au même plan. Je ne connais pas tout ce que tu connais, tu ne connais pas tout ce que je connais, justement, échangeons. Voilà. Que c'est par là que l'on va, à mon avis, permettre, et ça partira de la base, ça partira jamais des États, à mon avis, qu'on va permettre vraiment, à mon avis, de sauver ce que l'on peut sauver en termes écologiques, par exemple. On est sur une planète en danger. Je pense que tout là-haut, on le sait, mais on fait la politique de l'autruche parce qu'on a peur d'effrayer. Voilà. Et la peur, vous savez, on dit la peur n'évite pas le danger. Mais justement, je pense que c'est par le témoignage d'une prise de conscience de l'importance de communiquer ensemble, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos cultures. Ça passe bien sûr par le langage oral, mais il faut y arriver. C'est par cette interpénétration, ce dialogue interculturel de la base qu'on va réussir, à mon avis, quand même, malgré ce cher Donald, à montrer que, je dirais, le peuple est plus fort que le pouvoir. Merci. Absolument.
doit juste croire en ça. On doit juste faire le maximum des efforts et multiplier les efforts pour y arriver. Et traduire en action. Voilà, il faut le traduire en action concrète, réelle. Ça me rappelle aussi Jean-Paul Sartre dans sa vision existentialiste qui stipulait cette manière de connaître l'autre, de le comprendre et de m'identifier en lui. Je peux me comprendre et me connaître bien que s'il y a quelqu'un d'autre en qui je peux m'identifier. Démocratie participative qui est bien dans le niveau d'expression mais qui n'amène pas les gens à s'engager. Et il y a beaucoup de maires qui commencent chez nous à parler de démocratie implicative où derrière la notion de participation, on invite les gens à s'engager dans les actions qu'ils veulent voir arriver. Et ça c'est super important, c'est un autre niveau d'implication, je crois qu'on a tous un rôle à jouer dans qu'est-ce qu'on met en œuvre pour que ce qu'on souhaite à notre niveau très local puisse se passer. Et ça c'est super important parce que si on ne fait que demander au niveau du dessus, on renforce cette logique pyramidale qui nous enferme et qui nous emprisonne. Donc comment on se réémancipe en retrouvant notre logique d'action, en retrouvant nos zones d'autonomie, et on a tous des zones dans lesquelles on peut s'impliquer et agir. Je voudrais surtout ajouter sur la partie du changement et un message d'espoir pour dire que quand tu fais un peu la synthèse ici, je pense que Thierry a dit que les changements ça vient de la base. Il ne faut jamais minimiser, il ne faut jamais penser que ce n'est pas suffisant. Les petits groupes, tout commence par l'individu. L'individu, à travers la petite cellule qui est la famille, qui est le quartier, qui est la commune, qui est le pays, qui est la ville. Donc ça commence de façon spirale pour atteindre. Donc si nous, en tant que petit groupe ici, nous avons des convictions fortes que nous partageons déjà entre nous, nous y croyons, c'est déjà un bon début. Et aussi la deuxième chose qui est fondamentale et qui est très importante pour, on est à Taragat ici, on parle de culture et d'art et de musique. Je pense que c'est le rôle fondamental et, si vous voulez, unique des artistes à ouvrir les champs des possibilités au niveau de l'esprit des êtres humains. Parce que l'artiste, à travers son œuvre, sa création, ouvre les champs des possibilités. Parce qu'il nous fait voyager, il nous fait penser, il nous montre des choses. Et c'est ce changement positif que la création peut faire, si elle est encouragée et soutenue et amplifiée, comme les petits exemples de la caravane et des petites choses qu'on fait individuellement, et à un moment, il y aura une masse critique de personnes, de communautés qui vont s'en approprier. Et je suis sûr que, et il a dit aussi que le pouvoir, le peuple est plus fort que le pouvoir. Ça c'est très important. J'ai retenu ça parce que tout simplement, si nous sommes un groupe, le nombre grandit avec l'expérience qui s'est passée avec les différents procès. Et donc il ne faut pas penser que nous ne pouvons pas changer la donne. Donc la force, le groupe, ça peut être quelque chose de très dynamique. Et surtout l'art et sa force, et toute sa force créatrice, est un moteur, est un vecteur de changement extraordinaire. Et donc aussi, je dirais que on a la nostalgie du festival d'Anarkoukan, c'est vrai, mais aussi on a la grande nostalgie du festival d'Issakan à Tombouctou. Et je pense que vous le savez déjà qu'en Afrique aujourd'hui, il nous reste Taragat en tant que festival sur les dunes comme ça, dans le désert, et en plein désert. Je pense que de plus en plus, il n'en reste pas beaucoup. En tout cas, à mon niveau, c'est les seuls qui en restent. C'est le reste qui en reste. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement important de continuer à soutenir et à nourrir ce festival. Il reste donc unique dans son genre, parce que tous les restes sont partis, soit les directeurs sont partis par la crise, par la guerre, ou bien la guerre a fait qu'on ne peut plus jouer de la musique. Donc du coup, Taragat devient un outil, un instrument extraordinaire et très important que nous devons tous soutenir dans les années à venir. Et je voudrais remercier chacun de vous d'avoir donné son temps, parce que ça a été un moment, personnellement j'ai beaucoup appris en écoutant, et un moment de partage extraordinaire, comme quoi quand on vient à la rencontre de l'autre toujours, on y retourne avec quelque chose, et vivement des moments comme ça à travers l'Afrique, le monde, et ce serait vraiment un plaisir de rencontrer
sûr, mais effectivement, il y a une incohérence notable dans nos comportements et dans nos modes de vie. Oui, quand on voit un peu tous les militants écologistes et environnementaux et qui militent pour la justice climatique et pour le règlement de la question des règlements. Moi, j'ai toujours noté ça aussi. On fait des conférences dans des 4 étoiles. Tout le monde prend des avions à gauche, à droite. Des quantités de viande. D'eau, on consomme énormément. Donc oui, il y a une incohérence dans nos modes de vie et nos comportements. À quoi, effectivement, il faudrait qu'on engage une réflexion profonde pour remédier à cette situation. Alors moi, on ne fait pas, on ne se voit pas. On ne se rencontre pas. Moi, je vais vous donner simplement la manière dont je gère cette dissonance cognitive, parce que ça s'appelle une dissonance. Tout à fait. Une dissonance cognitive. Tout à fait. De plusieurs manières. Alors, bien évidemment, à titre individuel, chez moi, j'essaye d'être vertueuse, si je puis dire. Consommer bio, consommer local, j'ai de l'énergie renouvelable chez moi, j'économise l'eau. Bon, toutes les possibilités, je ne vais pas vous les citer, vous les connaissez par cœur. En ce qui concerne les associations avec qui je travaille, puisque je fais partie d'une alliance mondiale sur les droits de la nature, et on est dans tous les pays du monde, on travaille par Skype, enfin par réunion virtuelle. Et je crois qu'on a dû se rencontrer, en ce qui me concerne, je n'ai vu les gens avec qui je travaille qu'une seule fois en vrai. C'était en septembre, pour fêter les 10 ans de la Constitution équatorienne qui reconnaît les droits de la nature, et où on a fait une retraite vraiment stratégique pour pouvoir organiser notre travail sur la durée et continuer à être de façon virtuelle, mais créer ce lien de cœur qui ne vient que par la rencontre. Il y a pas, c'est pas du tout pareil. Depuis que je les ai rencontrés, je ne m'inscris plus dans l'action avec eux de la même manière. Donc c'est un sacrifice, je dirais, à faire, mais for the greater good, c'est-à-dire pour un intérêt général plus grand. Ouais. Et on arrive à résoudre cette... Moi, le fait de prendre l'avion, je le résous de deux manières. D'une part, parce que je suis dans l'action en permanence et que je me dis, je le prends parce que j'ai besoin de coordonner l'action, d'agir. Et là, je pars, par exemple, en Nouvelle-Zélande et en Australie pour écrire une déclaration des droits de l'océan Pacifique. Et en même temps, faire du repérage pour un film sur les droits de la nature qui, j'espère, va pouvoir toucher le cœur de plein de gens de manière à faire que, individuellement, chacun reconnecte et comprenne qu'il est un élément de la nature, qu'il est interdépendant des autres, humains, animaux, végétaux, et donc rentre dans, je dirais, dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle vision, qui nous fasse changer aussi le système en profondeur, mais ça on en reparlera. Et je sais aussi, et ça fait le lien avec la justice climatique, je sais aussi qu'on passe notre temps à nous culpabiliser, à faire porter sur nos épaules de citoyens la responsabilité globale de ce qui se passe. Et je répète ce que j'ai dit à certains hier, rappelez-vous, 71% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont liées à 100 entreprises qui, depuis 88, date d'alerte du GIEC sur le changement climatique, sont au courant. Et donc, elles agissent en connaissance des conséquences de leurs décisions et de leurs actes. Et face à ça, on a 4500 milliards par an de subventions aux énergies fossiles qui continuent à être données par les États, par les banques, malgré les accords sur le climat. Donc, il y a un moment donné où on ne peut pas être juste passif et se dire « je vais faire ce qu'il faut localement dans mon territoire ». Si vous ne pouvez pas faire autrement parce que votre action, elle est locale, vous faites au mieux localement. Mais si vous vous retrouvez dans une situation où vous devez agir sur une action globale, alors je vous assure, je ne culpabilise pas de me mettre en résistance contre ces gens-là, et si je dois prendre l'avion pour ça, de le faire. Voilà, vous voyez ? Ouais. C'est à vous d'agir après localement au mieux, mais si ce festival va nourrir votre envie d'action, alors il aura gagné son but.
En tout cas, moi j'ajouterais exactement dans la même perspective que ce que l'a dit Valérie, parce que oui, c'est vrai que nous devons agir sur nos comportements et notre mode de vie, c'est clair. Mais il ne faudrait pas oublier que le responsable sur le dérèglement climatique, c'est plutôt les entreprises, le mode de production et capitaliste qui encore exploitent à fond l'énergie fossile et donc qu'il faudrait vraiment nous devons tous nous mobiliser pour changer le système et pas le climat. C'est dans cet esprit que je pense nous devons tous et toutes agir. Et justement, quand on parle de justice climatique, pourquoi moi j'essaye juste, on parle de justice climatique parce que on croit que pour régler le dérèglement du climat, ce n'est pas une question technique. Il ne suffit pas d'atténuer et de s'adapter et vraiment rester dans cet aspect technique, mais il faudrait, pour changer le système et pour changer le climat, il faudrait combattre la pauvreté, combattre la précarité, il faut une redistribution équitable des richesses, il ne faut pas que les pays développés qui polluent, qui ont une grande responsabilité dans le dérèglement du climat, assument la même responsabilité que des pays du Sud en développement qui subissent en plein fouet l'impact du changement climatique. C'est injuste. C'est injuste que ces générations qui sont aujourd'hui prennent des décisions dans le mode de production et de consommation et ne sont pas conscients des futures générations qui vont être confrontées à ce problème. Nous, on ne serait pas là. Mais eux, ils seraient dans une situation vraiment alarmante parce que nous avons créé ça. C'est injuste. C'est injuste que quand on voit que qui profite de ce mode de production, c'est une minorité. C'est les classes très riches qui profitent des bénéfices de l'énergie, de toute l'énergie fossile et qui paye les résultats, c'est les classes pauvres, marginalisées, exclues, qui subissent en plein fouet l'impact du changement climatique. Voilà. Si on peut faire un lien avec ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport à la paix, il faut bien comprendre les enjeux aujourd'hui. On est à la croisée des chemins. En ce qui concerne les Occidentaux, pour la plupart d'entre nous, on est encore dans une situation de paix. Et donc on a encore le temps, d'une part, de semer des graines de résilience pour demain, parce que l'effondrement viendra et il touchera tout le monde. Et on a encore le temps de trouver des moyens d'essayer de changer le système qui soit non violent. Et la justice, le droit, c'est un rempart contre la violence. Et c'est le dernier rempart. Si on n'arrive pas aujourd'hui à nommer les responsables de ce qui est en train de se passer, si on n'arrive pas aujourd'hui à dire qu'il y a effectivement en ce moment des actions qui sont en train de déstabiliser l'écosystème terrestre et donc qui menacent les droits de toutes les générations à venir, espèces humaines et non humaines, ce que j'appelle l'écocide, le fait de détruire notre maison commune. Si l'on n'est pas capable aujourd'hui de reconnaître que ça c'est un crime aussi grave que le génocide, que les crimes contre l'humanité, si l'on ne reconnaît pas ce 5e crime contre la paix et la sécurité humaine qui est le crime d'écocide, et si l'on n'est pas capable, via justement ces actions de justice climatique, de dire les États sont responsables s'ils ne font pas ce qu'il faut pour préserver les conditions de vie actuelles et à venir, alors il y aura le chaos. Il n'y a aucune réalité là-dessus. On est dans une fiction. L'humanité s'est placée dans une fiction hors sol et elle s'est racontée une histoire.
qu'on était tous séparés les uns les autres, que l'humanité n'avait même pas besoin même des autres êtres vivants sur Terre. Et ça, c'est une fiction qui est en train de nous conduire à notre perte. Cette fiction, il faut qu'on la re-raconte autrement. Moi, je pense qu'on doit écouter les lois de la nature, on doit écouter la sagesse des sociétés ancestrales, la sagesse des anciens. Et c'est vraiment par là que l'on va pouvoir repenser nos règles de vivre ensemble. Mais en attendant, la guerre n'est pas loin. Elle démarre là où la crise est la plus forte. Vous savez, la crise syrienne, c'est une crise qui a démarré sur 3 ans de sécheresse. On vous raconte tous les enjeux géopolitiques que vous voulez, mais la réalité très concrète de la crise syrienne, c'est 3 ans de sécheresse qui ont fait migrer des millions de personnes dans les périphéries de Bagdad, qui se sont retrouvés abandonnés par l'État, qui étaient mélangés à des réfugiés irakiens, qui eux-mêmes avaient vécu une crise. Et les premières révoltes ont démarré dans la périphérie. Et tout le reste a été instrumentalisé. Mais des conflits comme ça, on va en voir partout. Ouais, si vous permettez, j'ajouterai que maintenant, la migration, le phénomène migratoire qui prend des dimensions vraiment contrôlables, c'est la migration climatique. Maintenant, tous les migrants subsahariens qu'on voit ici au Maroc, c'est des pays du Sahel, qui émigrent pas pour des raisons économiques, pas pour des raisons de guerre, pas parce que c'est des raisons politiques, mais parce que il n'y a plus d'eau, la sécheresse, le sable, et donc à l'horizon de 2030, il y a l'OIM, l'Organisation internationale de la migration. 2020, 60 millions, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais 60 millions de personnes d'Afrique subsaharienne sont prévues devoir quitter leur domicile contre leur volonté en 2020, c'est-à-dire dans 2-3 ans. Et 2030, 54 millions. Et 2050, on est à 250 millions de réfugiés climatiques à l'échelle globale. Et les derniers chiffres, on monte à 1 voire 2 milliards de personnes sur Terre d'ici 2100 qui devra quitter son territoire par la montée des eaux, la sécheresse ou les inondations. Voilà. Alors imaginez le monde de demain dans ces conditions-là. Vous croyez qu'on va pouvoir juste se protéger en construisant des murs autour de nos frontières? Non. Si on n'ouvre pas notre cœur et nos territoires, et si on ne partage pas les ressources de la Terre, on s'en sortira pas. Aucun de nous s'en sortira. Et c'est vrai qu'un festival comme ça nous donne cette force-là, de se dire c'est possible de vivre ensemble. J'avais juste une question par rapport à ça. Il semble effectivement essentiel d'avoir les bons outils juridiques pour pouvoir protéger la nature. Mais comment dans une société comme celle qu'on peut avoir en France par exemple, on peut réussir à faire passer des lois dans la Constitution, peut-être sur les droits de la nature ou autres, en voyant en parallèle que des lobbies ont suffisamment de pouvoir, par exemple, pour ne serait-ce que nous autoriser à utiliser le glyphosate, quand visiblement la grande majorité du peuple est déjà contre. Et c'est là où je pense que sur le constat de la nécessité d'avoir les droits de la nature, beaucoup de gens sont d'accord, mais dans la capacité d'action, ça semble très difficile, ne serait-ce qu'au niveau national et idéalement au niveau européen en ce qui concerne la France, parce que le droit européen est quand même primordial dedans. Est-ce que... J'ai plein d'éléments de réponse, c'est un vrai sujet en soi. Je me lance. Par rapport à ce qu'on venait de dire, il y a quelque chose qui voulait être... Tu voulais dire quelque chose? Moi, ce que je voulais dire, c'était que on a parlé des manières de lutter, mais depuis le début, j'ai l'impression qu'on identifie un facteur, finalement, c'est les pouvoirs et les structures hautes. Mais il y a une piste qui, pour moi, n'est pas assez explorée, peut-être un peu utopique, qui est la fin des pouvoirs du haut. Et dans la marche pour le climat, moi, je faisais partie d'un groupe qui s'est formé comme ça, de manière assez spontanée, à l'avant. Un groupe autonome, on pourrait dire offensif. Et ce que je vois comme problème dans cette lutte écologiste, qui est finalement assez bourgeois, j'ai envie de dire, quand on voit les gens qui avaient à cette marche pour le climat, Bobo, et oui c'est ça, Bobo, et donc c'est que j'étais dans ce groupe, et finalement il y a quand même, parce que on pense que la lutte non violente n'est pas forcément la lutte qu'il faut marcher, il y a tendance à faire la différence entre bons et mauvais manifestants,
et que je pense que c'est une chose qui peut pas marcher finalement, cette violence bashing, c'est parce qu'aujourd'hui dans le système capitaliste, qui est un système qui dans son essence tient à la fin de la destruction du climat, on peut plus faire la différence, on n'a plus le temps de faire cette différence entre eux. Et je pense que c'est un problème qui est dans les luttes écologistes et que la non-violence aujourd'hui pour moi ne peut plus marcher dans la mesure où les pouvoirs sont tellement accrochés par... les gens qui ont le pouvoir sont accrochés à leur pouvoir et ne lâcheront pas avec de la non-violence. Alors là, tu es toi-même en dissonance cognitive, dans le sens où tu viens de nous dire qu'il fallait qu'il n'y ait pas de bons et de mauvais manifestants et qu'il fallait qu'on s'y mette tous. Et en même temps, tu viens de dire que tu pensais qu'il y avait une forme d'action qui était meilleure qu'une autre. Je pense pas qu'elle est meilleure, mais je pense qu'on peut... Qui est une forme violente. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux, mais le problème c'est que... moi je connais pas un manifestant qui soit pour une action offensive, qui impose la violence, qui impose des actions offensives, que ce soit de sabotage. Il n'y en a pas un qui va aller voir un manifestant passif en lui disant viens, va casser ce monde. Il n'y a personne. Ce qui te pose problème, c'est que c'est les pacifiques qui vous critiquent. C'est ça que tu étais en train de dire. Qui s'est imposé. Il y a une certaine. On est culpabilisé en fait quand on a une forme d'action qui peut être vue comme violente et qui n'a rien par rapport à la violence des pouvoirs aujourd'hui. Et l'étude que j'ai pu faire sur un plan quasi anthropologique de beaucoup de conflits dans le monde, et en particulier des conflits de peuples autochtones, m'a démontré que à l'issue d'une crise longue et douloureuse, c'est toujours par la voie de la négociation que des solutions ont pu être trouvées. Je pense au Kanak, je pense à plein de populations qui se sont retrouvées vraiment acculées, c'est-à-dire c'était vivre ou mourir. Voilà, on ne combat pas la violence par la violence, dans le sens où on est issu d'une société d'une extrême violence. Cette violence, je l'ai aussi analysée comme venant de l'époque où on s'est sédentarisé à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a déterminé qu'un endroit était à nous et qu'on s'est individualisé, on a créé le concept de propriété privée et on a, à partir de ce moment-là, commencé à défendre ce territoire par rapport à l'autre, par rapport à celui qui n'y est pas. Et je crois que si on veut aujourd'hui trouver des solutions, il faut d'abord analyser cette violence en nous pour comprendre la violence d'État, pour comprendre la violence du capitalisme. Et c'est en transformant cette violence dans une attitude au contraire de déférence et de respect par rapport à la vie que progressivement on amène les personnes autour de nous parce que justement ils y gagnent, à adopter ce même type d'attitude. Bon, ça c'est vraiment de façon très globale. Mais je vais quand même répondre à votre question, c'est très important, parce que j'ai vraiment de l'espoir à vous donner là-dessus. Parce qu'on est quand même là pour essayer de se mettre en mouvement et d'avoir de l'espoir, même si je vous dis des choses terribles, je les dis toujours parce que de l'autre côté, je crois que j'ai pas de langue de bois dans les deux sens. Voilà. Je pense qu'on va vers le chaos, mais je pense aussi qu'il se passe des choses absolument extraordinaires et qu'il faut le savoir, parce qu'on peut s'y engager. En ce qui concerne par exemple la reconnaissance des droits de la nature, et je vous explique quand je parle des droits de la nature, il s'agit, si je pouvais faire un dessin là, je l'aurais fait, mais il s'agit, aujourd'hui vous avez dans le droit, vous aviez jusqu'alors dans le droit quelqu'un qui était au centre, d'accord, qui était l'homme. Et on agissait sur la dignité de l'homme. Ensuite, quand il y a commencé à avoir de plus en plus d'échanges commerciaux, le droit commercial s'est associé à cette sphère et s'est créé quasiment en parallèle des droits de l'homme et du droit international qui est le droit des États, c'est-à-dire comment les États maintiennent la paix et créent des règles de vivre ensemble entre elles comme des communautés de communautés. Jusque-là, tout allait bien. Sauf que depuis effectivement l'avènement la montée en puissance des multinationales, et en particulier depuis les années 70, on a un droit qui est un droit commercial qui s'est construit en parallèle des droits de l'homme et qui essaye aujourd'hui d'avoir une suprématie. Et qui est beaucoup plus puissant, même en termes de règlement des différends.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les multinationales peuvent attaquer des États, mais un citoyen a beaucoup de mal à attaquer une multinationale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à un constat d'un écueil du droit, qui est que, 1, on ne reconnaît pas donc la relation d'interdépendance qu'a l'humanité avec le reste du vivant. On ne reconnaît plus le droit à exister de la nature pour elle-même. Et on se retrouve en plus avec un droit commercial qui lui-même essaye d'avoir le pouvoir sur les droits humains. Et qui bien évidemment se fout, comme de sa dernière chemise, des droits de la nature. Donc reconnaître les droits de la nature, c'est réinverser l'échelle des normes. C'est de dire, l'écosystème terrestre, c'est notre maison commune, il a le droit d'exister pour lui-même. La biodiversité telle qu'on la connaît depuis 10 500 ans, depuis la dernière ère glaciaire, le climat tempéré, le niveau d'acidification dans l'océan, tout ça ce sont des limites planétaires que l'on ne doit pas dépasser si l'on veut préserver cet écosystème comme étant habitable et sûr pour tous. Ces droits de la nature doivent inclure à l'intérieur effectivement une sphère particulière qui sont les droits de l'humanité. Et je dis bien de l'humanité et pas les droits humains, c'est-à-dire avec une notion transgénérationnelle. Aujourd'hui, dans le droit, on ne peut pas protéger les générations futures, parce qu'elles n'existent pas. Elles ne sont pas des sujets de droit. La nature n'est pas un sujet de droit, les générations de demain ne sont pas un sujet de droit, parce qu'ils ne sont pas nés. Donc on a des écueils fondamentaux. Et quand on commence à expliquer ça très concrètement à certains députés, certains sénateurs qui ont une certaine ouverture d'esprit, ils commencent à le cerner parce qu'ils commencent à voir l'urgence. Et donc, dans le cadre de la réforme constitutionnelle en France, on a réussi, 2 associations ont travaillé sur ce sujet, avec mes conseils et ceux de Dominique Bourg, donc la Fondation pour la Nature et l'Homme et Notre Affaire à tous. Et on a réussi à proposer donc, que dans l'article 1, c'est-à-dire les droits fondamentaux de la République française, on inscrive la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, aux côtés des droits humains. Ça a été adopté par les députés en juillet dernier. Le problème, c'est qu'il y a eu l'affaire Benalla. Ça a mis hors jeu pour l'instant le process de réforme de la Constitution. Et il va reprendre en janvier, et on va tout faire pour que ce soit repris et que ce soit suivi. C'est vrai que la plupart des gens qui suivaient ces dossiers au gouvernement, Macron a tout chamboulé, on ne sait pas où ça va. Mais moi j'ai trouvé ça extrêmement important au niveau de la conscience collective. Il y a eu 20 amendements portés par des députés qui demandaient à reconnaître les droits de la nature tels que, dans le texte, les droits de la nature dans la Constitution, de mettre aux côtés des êtres humains, des êtres vivants, de reconnaître le crime d'écocide. Et là, je me suis dit, c'est en train quand même d'émerger au-delà de notre sphère d'écolo. C'est en train d'arriver, voilà. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est un phénomène qui est en train de se propager partout dans le monde à une vitesse grand V. Vous avez entendu parler de la Constitution équatorienne qui reconnaissait les droits de la nature dès 2008. Il y a déjà eu 25 procès sur cette base-là, 21 ont été gagnés. La Bolivie ensuite. Et ensuite, ça a mis un certain temps à émerger. Mais que ce soit aux États-Unis où 34 municipalités reconnaissent les droits de la nature, plus une nation amérindienne, les Ponca, que ce soit en Nouvelle-Zélande où on a reconnu les droits d'une rivière, les droits d'un parc, les droits d'une montagne à exister et à être... et où on a nommé des Maoris comme gardiens, c'est-à-dire des peuples autochtones comme gardiens de ces écosystèmes. En Australie, la rivière Yarra, Wirrarung, avec de nouveau un gardiennage des Wurundjeri, qui sont les aborigènes qui vivaient dans cette vallée de la Yarra River. En Inde, on a reconnu les écosystèmes himalayens dans l'état d'Uttarakhand comme des personnes. Dernièrement, le règne animal. Je sais, Incroyable. Au Mexique, le district de Mexico. Au Brésil, 4 villes aujourd'hui reconnaissent les droits de la nature. En Argentine, c'est en train de se discuter. Un État américain est en train d'y songer. Le Colorado est en train de se présenter devant la justice pour demander à être reconnu comme une personne. Et en Colombie, le fleuve Atrato a été reconnu comme une personne. L'Amazonie a été reconnue comme une personne. Et le droit des générations futures ont été reconnus aussi.
Et donc, il se passe plein de choses partout. Ce qui nous pose un problème en France, c'est qu'on n'est pas décentralisé. C'est-à-dire que les municipalités ne peuvent pas légiférer. Et là, moi, ce que je dis, et ce que j'explique aux écolos dans les journées d'été, etc., je leur dis, arrêtez de dire que vous voulez le pouvoir. Il ne sert à rien de vouloir le pouvoir dans un État qui est un État colonial, néocolonial, on l'est toujours, meurtrier, guerrier, on produit et on continue à vendre des armes, et prédateur. Montrez l'exemple dans les territoires si vous voulez être crédible. Mettez en œuvre des projets de développement, pas de développement, c'est un oxymore. Tout le monde dit développement durable depuis quelques jours, vous finissez par me contaminer. Le développement durable, c'est un oxymore. On ne peut pas être en croissance perpétuelle et durable, ça n'existe pas. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de parler d'environnement. Si vous parlez d'environnement, vous parlez de ce qui est extérieur à vous et vous ne vous y incluez pas. Alors parlez de nature, parlez d'écologie si vous voulez, aucun problème. Mais arrêtons de parler de développement durable et arrêtons de parler d'environnement, si on peut. En tout cas, je le dis aux écolos, mettez en place des projets avec un système de démocratie locale, participative, directe. Affranchissons-nous au maximum progressivement de la démocratie représentative, parce que quand on donne le pouvoir à quelqu'un pendant 5 ou 7 ans, il nous échappe. Surtout avec des lobbies. Et progressivement, comme il y a urgence, on doit agir au niveau de l'État. Je ne peux pas faire je peux pas m'affranchir d'essayer de faire changer l'État, mais je suis tout à fait consciente que le changement va venir vraiment des territoires. Et s'il faut rentrer en désobéissance civile, s'il faut se créer des chartes et des résolutions locales auxquelles on décide d'adhérer, faisons-le. Il y a un Américain, un agriculteur, aux États-Unis, qui est allé voir le notaire. Il y avait un projet de fracturation hydraulique qui menaçait son territoire. Il est allé voir le notaire. Il lui a dit, vous savez quoi? Je vais marquer par acte notarié que ma terre n'est plus ma terre. Ma terre va appartenir à elle-même. Il n'a pas attendu d'aller voir un juge, qu'une loi soit écrite. Il est allé voir le notaire, il a donné sa terre à sa terre. Et il a dit, je ne serai que l'usufruitier. Et donc le protecteur. Et personne n'a pu faire de projet industriel sur son territoire parce que la terre n'appartenait plus à personne. C'est trop fort. C'est fort, non? Ouais. C'est magnifique. Et en France? Et donc? Ça se ferait en France? Les notaires, ils font ce que vous leur demandez, hein? Vous les payez pour... Non. Pour la loi. Voilà. De la même manière que dans les ZAD, on est en train d'expérimenter une gestion communautaire d'un territoire où on décide que, comme tous les peuples ancestraux et les peuples autochtones ou les Touaregs dans le désert, on appartient à une terre, mais la terre ne nous appartient pas. Et on la met en gérance collective pour la protéger effectivement de toute prédation. Mais ça nécessite de retravailler sur des valeurs très ancestrales et très profondes qu'on a perdues en Occident et qu'on est en train d'imposer dans le monde entier, qui est effectivement la propriété privée, l'individualisme, la famille mononucléaire, l'héritage. Eh oui, lisez Thomas Piketty, la plus grande source d'injustice sociale aujourd'hui, c'est même pas la capitalisation, c'est l'héritage qui concentre de plus en plus, un maximum de richesse et un minimum de gens. Ce qui est intéressant, on peut dire, quand tu dis propriété, y compris pour lutter contre la propriété d'État, parce que la propriété, c'est une forme de propriété qui est fourniatrice. Voilà. Donc, ce n'est pas le collectivisme marxiste dont je vous parle. Sachez que Marx, dans le manifeste, relisez-le, il dit « Je suis contre la propriété individuelle, mais il faut une propriété collective des biens de production. » Et donc, il est encore dans une vision anthropocentrée, où le monde est au service de l'humain, où les ressources naturelles ne sont là que pour être exploitées, gérées de façon collective. C'est pas du tout la même chose quand on dit que la nature n'appartient qu'à elle-même, qu'on appartient à un territoire, et qu'on crée des règles de gestion de ce territoire qui soient des règles équitables et sobres. Et quand je dis les règles du territoire, si vous vous inspirez de la sagesse des peuples autochtones, il s'agit de partager les ressources, d'accord, non pas seulement entre les humains,
mais de façon équitable avec tous les autres êtres vivants. Parce qu'ils savent qu'ils sont interdépendants du reste des règnes, animaux, végétaux, etc. Et ça, c'est une autre façon de voir le monde. Alors, qui est garant? C'est dans le cadre de justement d'une démocratie directe, d'une démocratie qui serait plus proche de la sociocratie que ça se passe. C'est-à-dire que, traditionnellement, les personnes qui règlent les différends dans la communauté, qui règlent les règles de vivre ensemble, et j'aimerais vraiment qu'on ait des témoignages aussi de chez vous, mais dans les peuples en Amazonie, dans les grandes forêts dans le monde, ou les peuples du Nord, dans les zones sibériennes, etc., bien évidemment, il n'y avait pas de candidat. Vous pensez bien que celui qui se propose pour être le chef, en règle générale, c'est qu'il y a quand même une quête de pouvoir derrière. Donc il n'y avait pas de candidat. On allait chercher les personnes qui avaient le plus à transmettre en termes d'expérience. Et donc on allait souvent chercher les plus anciens. Et on leur demandait, sous forme de conseil de sages, ou de conseil des chefs, si vous voulez. Alors il y a des lieux où il y a encore des rois. Je pense par exemple, je vous ai parlé à certains de vous du film Nous Tikopia, sur cette civilisation tikopienne qui vit sur une toute petite île dans le Pacifique, 3000 ans. Le roi n'était jamais sorti de l'île depuis 2000 ans. Et dans ce film, vous allez voir, ce jeune roi vient d'être intronisé parce que son père est mort. Mais toute la cérémonie, il était en pleurs. Parce que c'est une charge, une responsabilité énorme que d'avoir à gérer ça, d'avoir à gérer ce village. Nous, Tikopia. Nous, parce qu'il parle avec l'île pour prendre toutes les décisions pour la communauté. Et donc je crois vraiment à la sociocratie qu'on avait expérimentée pour les jours heureux, plus ou moins de succès, mais on avait tenté la faire, qui est de dire pas de candidats, on choisit dans des communautés qui sont... De toute façon, on est obligé de recréer du lien social. On doit revivre dans des communautés qui sont petites. C'est le changement d'échelle. Il faut de la relation humaine. Pour rentrer en empathie et pour se sentir concerné par l'autre, il faut de la relation directe. Et à partir de là, la population choisit, propose des noms de personnes en qui ils ont totalement confiance, qui en général ne veulent pas le pouvoir. Donc il va falloir les convaincre. Après ça, c'est une autre affaire. Mais ça marche bien et il y a aujourd'hui des expériences qui sont menées à différentes échelles, même dans des entreprises partout dans le monde, qui suivent les principes de la sociocratie, qui est une manière finalement moderne, je dirais, actuelle, de la gestion communautaire ancestrale que l'on pouvait retrouver dans des sociétés traditionnelles.